Merci beaucoup. Donc, effectivement, on a parlé beaucoup de territoire, on a commencé à parler organisation de parcours et voilà, je voudrais profiter de cette occasion pour vous emmener un petit peu ailleurs. Cet ailleurs, c'est l'Europe. Alors voilà, c'est un petit peu figuré par ces deux drapeaux, hein, de la France à l'Europe. Et je vais vous parler d'un projet qui concerne le parcours de soins en psychiatrie. Et pour illustrer cette problématique du parcours de soins, il y a une problématique qui revient et qui a vraiment été abordée depuis, je dirais, 2012 dans un cercle de collègues où il y a à la fois des psychiatres d'enfants et d'adolescents, des psychiatres d'adultes, mais aussi des économistes de la santé, pour nous aider à comprendre comment améliorer la transition entre la psychiatrie d'enfants et d'adolescents et la psychiatrie d'adultes ou éventuellement d'autres types de dispositifs pour les adolescents et jeunes adultes qui sont concernés par par ces parcours spécifiques. Donc je voudrais vous montrer quelques bases, les bases sur lesquelles on est parti. D'abord poser évidemment quelques enjeux de santé mentale à l'adolescence, parler des obstacles qui ont été identifiés, vous présenter ce projet Milestone qui n'est pas encore tout à fait fini puisqu'on est actuellement dans les vagues de suivi de ces adolescents qui sont en phase de transition. Mais on a déjà, à partir de ce projet, pu faire un état des lieux sur les différentes structures, notamment sur l'équipement de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à travers différents pays européens, et également faire un état des lieux sur les cursus de formation qui sont ceux de la psychiatrie d'enfants et d'adolescents et de la psychiatrie d'adultes, parce qu'il nous semble que réfléchir à l'organisation au niveau d'un territoire ou au niveau d'un pays nécessite aussi de comprendre comment sont formés les acteurs de terrain et quelles sont les relations entre les modèles de formation et ce qui se passe concrètement chez les adolescents concernés. Donc déjà, l'adolescent normal, il fait face à un enjeu développemental au moment de l'adolescence que je vais rappeler, mais que vous connaissez bien sûr, qui se traduit évidemment par un désir d'autonomie, une augmentation des contacts et des défis sociaux, des choix qui sont plus impulsifs, avec des prises de risques qui sont plus importantes que celles des adultes, on va dire, voilà, des adultes, des personnes plus âgées, et aussi plus importantes que celles des enfants. Une hyper-émotivité un petit peu globale, alors ça s'est montré tout à fait chez l'adolescent avec un développement tout à fait normal et qui peut se transformer en stress chronique dès lors qu'il y a un échec des facultés d'adaptation. Et très classiquement, ces histoires de stress chronique, c'est quand il y a un écart trop important entre les ressources de l'individu et les exigences de son environnement. Et ça peut être le fait d'une vulnérabilité psychique, mais ça peut aussi être le fait d'un environnement trop rigide ou inadapté. Alors, évidemment, il y a aussi des aspects qui sont plus maturatifs, neurobiologiques. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ces aspects-là, mais je crois que c'est quand même aussi important de rappeler que les structures qui sont impliquées dans le contrôle volontaire, elles maturent avec un certain décalage par rapport à celles qui conditionnent plutôt la réactivité émotionnelle, comme les structures limbiques, par exemple, qui sont hyper réactives beaucoup plus tôt que les structures du cortex préfrontal. Donc, la santé mentale des 10-30 ans, alors ça a déjà été dit par Raphaël Gaillard, je vais simplement montrer quelques illustrations. Chez les 10-30 ans, les troubles, les troubles mentaux sont quand même, vous voyez, c'est illustré ici en jaune. Je n'ai pas de pointeur malheureusement, mais enfin vous voyez bien que ici, par rapport à d'autres types de difficultés, on a vraiment une prépondérance des problématiques de santé mentale.
En ce qui concerne la prévalence des troubles mentaux chez les sujets jeunes, les différentes études de prévalence à travers les pays montrent qu'en pratique, 10 à 20% des enfants et adolescents souffrent de problèmes de santé mentale. Donc ça, c'est également quelque chose qui se retrouve de façon assez homogène à travers les différentes études menées dans des pays aussi différents que l'Éthiopie, le Brésil, l'Australie, les États-Unis, etc. Alors là également, on a déjà parlé de ça, de cet indicateur qui en fait concerne le nombre d'années perdues pour cause de problématiques de maladie ou de décès prématurés, ce fameux indicateur de Dailies. Et là, quand on regarde, ça c'est une étude sur les 10 à 24 ans, et ils ont différencié les hommes et les femmes, et on voit que la deuxième cause chez les hommes, c'est les troubles dépressifs unipolaires, et la première cause chez les femmes, c'est les troubles dépressifs unipolaires. Juste derrière, on a la schizophrénie et les troubles bipolaires. Et chez les hommes, la première cause, c'est les accidents de la route. Mais donc après, dépression, violence, utilisation d'alcool, schizophrénie, troubles bipolaires. Enfin, vous voyez que la liste des problématiques de santé mentale, que ce soit en termes de troubles mentaux, de consommation, et voilà, c'est vraiment parmi les premières difficultés qui sont listées en termes d'années de vie perdues. Donc là encore, ça aussi c'est quelque chose de très connu. Ça c'est quand on regarde les troubles mentaux de l'adulte et quand on essaye de comprendre à quel âge ils ont débuté. Et bien là aussi, ça c'est également les deux graphiques montrent les hommes et les femmes. Et on voit que ce soit chez les uns ou chez les autres, pas tout à fait avec la même répartition, mais en pratique, les troubles mentaux à l'âge adulte, 50% des personnes concernées ont eu les premiers symptômes avant 15 ans et 75% ont eu les premiers symptômes avant la fin de l'adolescence, c'est-à-dire aux alentours de 24 ans. Bon, alors ça, c'est quelque chose maintenant qui est tout à fait bien connu. Et maintenant, si on regarde un peu dans le détail, quels sont les différents troubles? Alors, on sait bien que les troubles dépressifs, la schizophrénie, ce sont des maladies psychiatriques de l'âge adulte, on va dire, qui peuvent commencer à l'adolescence, qui pour certaines commencent dès l'enfance, mais qui émergent comme ça autour de l'adolescence. Et ce qui se passe, c'est que évidemment, ça rejoint à l'adolescence l'évolution des troubles du neurodéveloppement qui, eux, évidemment, sont présents très tôt dans le développement et qui, les personnes qui sont atteintes de troubles du neurodéveloppement, donc par exemple les troubles du spectre de l'autisme, le trouble déficit d'attention avec hyperactivité, les troubles spécifiques des apprentissages, le retard mental, enfin plutôt le trouble du développement intellectuel, ces pathologies neurodéveloppementales, quand les personnes qui en sont atteintes arrivent à l'adolescence, mais ils font face à des enjeux particulièrement complexes en termes d'adaptation sociale. Ce sont des personnes qui ont souvent fait face pendant des années à du rejet social ou à de la mise à distance, qui est souvent exacerbée à l'adolescence. Et en pratique, vous voyez bien qu'à partir de 15 ans, il y a une espèce de... ils se mettent ensemble, on va dire, les pathologies qui vont vraiment émerger et monter en puissance et les pathologies qui rencontrent des défis développementaux particuliers avec souvent un soutien familial qui n'est plus tout à fait le même. À partir de 15 ans, les familles ont moins accès, ça devient compliqué. Et c'est là qu'on a la plus grande discontinuité des services de soins. C'est un paradoxe qui existe, le constat a été fait dans l'ensemble des pays qui participent au projet Milestone, mais ça a été aussi identifié aux États-Unis, en Australie et partout ailleurs. On a ce gap entre la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, la psychiatrie d'adulte, avec quelque chose au milieu qui n'est pas organisé. Donc, les obstacles sont assez nombreux quand on regarde de façon un petit peu plus détaillée.
Il y a des obstacles déjà tout simplement dans les différents services de soins, parce que tout simplement, la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et la psychiatrie d'adulte ont des organisations distinctes. Parfois, ils n'ont même pas la même gouvernance. J'ai la chance de travailler au CHU de Montpellier, où la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et la psychiatrie d'adulte sont regroupées dans un même pôle. Mais il y a vous savez bien, et c'est peut-être le cas dans vos hôpitaux, qu'il y a des hôpitaux où la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent est dans un pôle distinct de la psychiatrie d'adulte, parfois regroupée avec mère-enfant, la pédiatrie. Bref, des organisations distinctes. Et bon, il reste à savoir quels sont les meilleurs types et les meilleurs modèles d'organisation, parce que franchement, moi, je n'ai jamais vu de données ni d'études par rapport à ça. Non seulement c'est une organisation distincte, mais quand on regarde ça de plus près et quand on fait des focus group, des discussions, on se rend compte aussi qu'il y a des modèles de soins distincts. Les modèles de soins sont distincts, ne serait-ce que par rapport à la place qu'on donne aux familles. En psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, à force des choses, la place de la famille est très importante. Parfois, c'est même vers la famille qu'on dirige la plupart des interventions que l'on propose. Et puis, écoute, chez l'adulte, on s'adresse de façon essentiellement, on dirige les soins évidemment et les aides, etc., vers la personne concernée par le trouble mental, puis l'entourage. Alors, heureusement, il y a des initiatives qui vont dans le sens de prendre en compte les aidants et de les former et de les accompagner, mais c'est quelque chose qui n'est pas généralisé, qui est encore assez récent. Mais on peut aussi se dire, alors évidemment on se dit, en effet, la place de la famille, mais parfois c'est aussi important de se dire, est-ce que le fait d'avoir la famille tellement impliquée dans le soin, est-ce que ça permet vraiment d'autonomiser un jeune adulte, adolescent âgé, jeune adulte, qui doit prendre des décisions par lui-même, etc. Donc on a eu beaucoup de débats avec les collègues. Moi je suis donc dans le champ de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, mais j'ai beaucoup travaillé en psychiatrie d'adulte. Et avec les collègues psychiatres d'adultes, on a eu beaucoup d'échanges autour des représentations qu'on avait les uns et les autres, des spécialités ou des subspécialités et des modèles de soins qui y sont associés. Il n'y a pas de formation vraiment spécifique. Je vais vous montrer, parce qu'on a fait un peu un état des lieux. Il n'y a pas vraiment de formation très spécifique sur comment on passe de l'un à l'autre ou comment on planifie un arrêt des soins, par exemple. Planifier un arrêt des soins, ce n'est pas du tout quelque chose qui est tellement dans notre culture. Parfois, il se produit, la famille déménage, le gamin, il en a assez de venir. Enfin bon, souvent, c'est tout à fait prosaïque, mais ce n'est pas du tout réfléchi. Ensuite, il y a une surcharge des services. Ça, je ne m'étendrai pas parce que vous connaissez. Et chose plus problématique, c'est qu'il y a une faible collaboration entre les services. Alors là, on se dit, bon, là, il faudrait probablement bouger les choses et inciter les services à une meilleure collaboration, et on va voir comment. Alors ça, ces données-là, elles viennent d'une étude qui a été faite au Royaume-Uni par Swaran Singh de l'Université de Warwick. Et c'est lui qui coordonne le projet dont je vais vous parler un peu plus avant. Alors, il y a aussi des obstacles individuels au niveau des personnes concernées. D'abord, il y a des niveaux très, très variables de conscience des difficultés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre très, très souvent chez l'adolescent. L'adolescent peut éventuellement avoir un trouble mental tout à fait identifiable, on va dire, mais lui-même, alors pas du tout identifié pour lui. C'est-à-dire que tout le monde va le voir ou remarquer ou faire état de difficultés de fonctionnement, de symptômes. Mais vous avez l'adolescent qui vous dit pas du tout, moi je vais très bien, c'est mes parents qui s'angoissent, mes enseignants qui comprennent rien, mais moi je vais très bien. Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est donc la motivation au changement, évidemment, est très très variable en fonction du niveau de ce qu'on appelle l'insight classiquement, enfin du niveau de conscience des difficultés. Et il est sûr que la demande en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, elle est souvent portée par la famille, ou elle peut être portée par les enseignants, ou elle peut être portée
par le milieu socio-éducatif éventuellement. Et on va engager des soins et un suivi sur cette base-là, en attendant d'avoir l'alliance avec le jeune, en attendant de pouvoir construire quelque chose de l'ordre de la motivation au changement, mais enfin, ça peut prendre quelques temps. Hein. En psychiatrie d'adulte, quand il n'y a pas de motivation au changement et quand il n'y a pas une pathologie qui nécessite des soins sous contrainte, on dit, voilà, on dit que au revoir, quoi. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes autour qui mobilisent l'accès aux soins quand la motivation au changement n'y est pas chez la personne. Alors ça, on pourra en rediscuter, mais c'est quelque chose qui quand même aussi diffère et peut être un obstacle au niveau individuel. Et puis évidemment, les représentations négatives des troubles mentaux et de la psychiatrie. Et parfois, on a des adolescents qui sont suivis depuis des années en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et qui me disent « Mais moi, là, chez les adultes, mais jamais de la vie, je ne vais pas aller chez les fous. Ils sont suivis depuis quelque temps. Ils sont suivis dans un service de psychiatrie. Jamais ça leur a été caché. » Mais pour le coup, on a quand même ces difficultés dans les représentations. Et puis, des problèmes d'organisation pour se voir, pour se parler, pour écrire les courriers nécessaires, enfin bref, des choses qui rendent l'accès aux soins et la transition difficile. Par exemple, ce qui peut être compliqué, par exemple, c'est les délais d'attente ou des choses tout simplement, voilà. Et puis après, je dirais qu'il y a les problèmes d'organisation au niveau des adolescents eux-mêmes, parce que les adolescents, ils ont parfois autre chose à faire et ils nous présentent un agenda bien rempli où la problématique des soins, ma foi, n'est pas nécessairement au premier rang. Alors, il y a des obstacles chez les cliniciens. On a parfois une très mauvaise perception des autres services et je réalise parfois on a toujours l'impression qu'on fait mieux que les autres. C'est un peu classique ce truc, mais on a toujours l'impression que nos petits qu'on connaît depuis bien longtemps, il n'y a que nous qui pouvons bien faire, il n'y a que nous qui comprenons. Je caricature, mais c'est souvent, oh là là, on a l'impression que si on va les passer en psychiatrie d'adulte, mais alors ils vont se trouver avec des schizophrènes, mon Dieu. Enfin, toutes ces représentations, il faut aussi qu'on prenne conscience de ces représentations négatives chez nous. Et alors, je ne vous raconte pas les perceptions de nos collègues psychiatres d'adultes sur les pédopsies. Alors là, ça doit être, je pense aussi du même acabit, bref, je peux caricaturer aussi, ils ne posent jamais de diagnostic, on ne sait jamais de quoi on parle, on ne comprend rien de ce qu'ils racontent. Après, ils sont tout le temps au chevet des familles, ils sont tout le temps en train de les appeler, de materner tout le monde, ça autonomise pas les jeunes, enfin c'est n'importe quoi. Et bon, voilà, on en a tous un peu une expérience. Une mauvaise analyse des ressources du jeune et de son entourage. Là aussi, la tentation du pédopsychiatre de border les choses, mais d'une façon qui ne permet pas du tout à l'adolescent de s'exprimer, par exemple. Ça arrive assez souvent. Et aussi une sorte d'infantilisation des familles. On prend des décisions à leur place. Moi, j'ai parfois des collègues qui vont jusqu'à prendre les rendez-vous. Donc là, c'est pareil, on a besoin de travailler là-dessus. Les contraintes de temps et de ressources, je ne détaille pas. La mauvaise communication, c'est un peu le corollaire de tout ce que je viens de dire. La faible adhésion, alors ça c'est un euphémisme, parce que c'est l'absence de protocole. Il n'y a pas de protocole, ou il y en a très peu, ou en tout cas il y en a très peu en France par rapport à ce que j'ai pu investiguer. Donc il n'y a pas de protocole réellement de transition. Et s'ils existent, ma foi, ils ne sont pas toujours très bien appliqués. Il y a une absence d'évaluation systématique du besoin des jeunes aussi. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de refaire un point sur l'état des symptômes et des besoins à la sortie des soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, ou en tout cas, moi, je vois ça très rarement fait. On peut dire quelque chose comme il est stabilisé, ou on est hors phase aiguë, ou on peut décrire un certain nombre on peut décrire l'histoire des troubles, bien sûr, ça on le fait quand même, mais on n'a pas
par exemple, on ne se pose pas la question d'évaluer un niveau d'autonomie ou d'évaluer justement un niveau de conscience des difficultés ou les ressources de l'environnement. Est-ce que la famille, peut-être, contrairement à nos représentations, la famille a peut-être des idées, peut-être des envies. Voilà. Donc, alors, il y a des risques. Hein. Le risque, c'est de tomber dans le trou de la transition, c'est-à-dire déjà d'être perdu de vue, si on ne prépare pas correctement les choses. Les délais, évidemment. Alors, les délais de transition, c'est aussi parfois des jeunes qu'on essaye de transitionner vers la psychiatrie d'adulte ou vers d'autres services, par exemple médico-sociaux, et puis il n'y a pas de réponse. Alors, on les garde. Et on les garde, et on les garde, et on les garde, et puis ça ne ressemble plus à rien parce qu'on n'est pas équipé pour, on n'a plus les réseaux, et bref. La perte d'information, ça c'est aussi quelque chose, c'est assez étrange quand même aussi, que parfois les diagnostics, on en parlait ce matin aussi, peuvent complètement changer. Hein. Combien d'enfants et adolescents avec un TDAH suivi depuis des années se sont retrouvés du jour au lendemain plutôt étiquetés personnalité borderline ou autre. Hein. Enfin, ça, c'est très classique. Il y a une perte d'information où quand il existe une transmission d'information, elle n'est pas vraiment intégrée. Donc ça, c'est l'incohérence diagnostique et thérapeutique. Alors peut-être que c'est comment dire que c'est justifié, mais c'est vraiment, il faudrait avoir un peu de données là-dessus. Après, il y a aussi des doublons de prise en charge et de bilan. Et puis, in fine, une insatisfaction des personnes, une insatisfaction à la fois des usagers, enfin des personnes concernées, mais aussi des soignants, parce que c'est assez compliqué et ça peut être très frustrant de travailler dans de mauvaises conditions ces transitions. Alors, un mot sur le recueil d'informations non systématisées. Quand on ne fait pas attention, hein, on peut très vite prendre une décision sans avoir recueilli toutes les informations pertinentes. Ça, c'est un premier point. On peut manquer les informations contradictoires parce qu'on pense que parce qu'on a l'habitude et parce qu'on connaît un adolescent, qu'on a fait le tour de ses besoins, mais ce n'est pas vrai. Hein. Et il faudrait, du coup, peut-être s'aider d'un certain nombre de choses. Je vais essayer de vous montrer ce qu'on a essayé d'élaborer. Rechercher uniquement les informations qui confirment une décision, ça c'est très classique. Faire des suppositions sur la base du genre ou d'autres éléments de l'histoire du patient, c'est aussi quelque chose qui nous guette. Donc, seuls 4 pays sur les 28 pour lesquels on a pu avoir des informations en Europe, hein, ont une procédure nationale pour les transitions. Il y a eu des études qui se sont penchées sur à quoi devrait ressembler une transition un peu optimale. La transition dite optimale ou successful, enfin voilà, qui est couronnée de succès, elle autonomise, c'est-à-dire qu'elle met le jeune au centre du processus, elle prend en compte ce qui est important pour lui, elle informe, elle partage les informations et elle permet d'envisager les différentes possibilités avec le jeune dès le départ. Parce que là aussi, souvent, les cliniciens, ils ont en tête une possibilité. Mais en fait, il n'y a jamais seulement une possibilité. Il y en a probablement quand même un petit panel. Et bien sûr, le partage d'informations. Et aussi la transition soutien, c'est-à-dire et aussi un processus d'aide à l'engagement avec un nouveau service, avec confiance, et à poursuivre sa vie donc vers l'âge adulte. Là encore, Swaran Singh, qui a beaucoup travaillé sur cette question-là, il a proposé un certain nombre de critères. Alors là, je vous parle évidemment de jeunes qui ont des troubles plutôt chroniques et qui sont à un certain niveau de complexité. Tous les jeunes n'ont pas besoin d'avoir suivre tout ce process. Mais lui, il dit que pour préparer une transition dans de bonnes conditions, il faut une continuité de l'information, donc un dossier partagé, une lettre médicale, un partage des bilans, une organisation transfrontalière, c'est-à-dire une planification de la transition, par exemple avec une réunion qui implique un référent de chaque équipe et le patient ou le tuteur, le parent, le tuteur légal, une continuité relationnelle. Idéalement, ça aussi dans les cas plutôt complexes, mais en pratique, une continuité relationnelle avec parfois une période de soins parallèle où on va peut-être définir une période de 1 ou 2 mois avec un travail conjoint entre les équipes. Et ensuite, une continuité de suivi au long cours ou un arrêt planifié des soins, selon l'évolution.
Alors, ce sont des critères qui ont été étudiés au CHU de Montpellier par le biais d'une étude portant sur le nombre de relais entre la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et qui présentait des critères de relais optimal selon les critères de Swaran-Singh. Donc, vous voyez que en pratique, on n'y est pas encore complètement. Là, on est en termes de pourcentage, on arrive à 25-30%. Non, c'est pas un pourcentage, c'est quand même mieux que ça. Pardon, c'est un peu plus de 25 continuités de l'information. La continuité de suivi, on arrive à quelque chose de l'ordre de 25 pour la continuité de suivi, un peu moins pour la continuité de l'information. Mais vous voyez la continuité relationnelle et l'organisation transfrontalière, on est aux alentours de 5 et un peu moins pour les transitions qui ont respecté ces critères, en sachant que les relais qui ont été identifiés dans cette étude ne concernaient que des jeunes avec des pathologies psychiatriques complexes. On était dans troubles de l'humeur, schizophrénie, troubles du comportement alimentaire sévère, etc. Donc les enjeux. Mieux identifier les besoins, c'est-à-dire aussi se poser la question, mais qui a besoin vraiment de transitionner en psychiatrie adulte? Améliorer les procédures. Quels sont les enjeux en termes de pronostic? Ça, c'est aussi un autre point qui est important. C'est-à-dire que si on améliore les procédures, qu'est-ce que ça produit en termes de résultats? Donc, l'étude Milestone, c'est comprendre et améliorer la transition des jeunes entre les services de pédopsie et les structures de psychiatrie adulte, améliorer les fins de prise en charge, et tout ça dans 8 pays européens, avec la participation, et ça j'insiste beaucoup, d'un conseil de jeunes. C'est-à-dire que ce sont des jeunes usagers de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent qui nous ont aidés à définir le protocole et aussi à établir des outils de communication avec les jeunes. Donc les principaux objectifs, c'est d'identifier les différents systèmes de soins et de formation, donc d'écrire les systèmes de soins, je vous en dirai un mot, étudier les trajectoires de transition et éclairer l'évolution des jeunes au cours de ces trajectoires, et tester un modèle d'intervention en matière de transition. Donc ça, j'y reviens pas, mais ce qu'on a fait, c'est une étude qui est un essai clinique randomisé par cluster, où on a essayé d'implémenter une procédure de transition avec des outils particuliers, et on les a comparés aux soins usuels, tout simplement. Les mesures dont je vous parle, c'est le TRAM et le TROM. Le TRAM, c'est une mesure d'évaluation des besoins des jeunes avant la transition. Et le TROM, c'est une mesure d'outcome, c'est une mesure de devenir. Donc je ne reviens pas sur le détail de l'étude, mais il y a d'autres objectifs. Il y a une étude coût-efficacité et il y a une étude des modèles de formation psychiatrie de l'enfant et de l'adulte, de l'enfant et de l'adolescent et de l'adulte. Et puis il y a une étude éthique, mais je ne reviendrai pas sur le détail. Je voudrais vous montrer les premiers résultats donc, sur l'architecture et le fonctionnement des structures d'enfants et d'adolescents. Et j'en aurai bientôt fini, mais bon, c'est juste pour vous montrer à quel point on est assez hétérogène en termes de proportion de jeunes suivis en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Vous voyez qu'en France, on a à peu près un peu plus de 3% de la population enfants et adolescents qui a eu un suivi en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, mais vous voyez qu'on a des chiffres beaucoup plus importants en Italie, mais aussi par exemple aux Pays-Bas. Les motifs de suivi, essentiellement pour les troubles du neurodéveloppement, sans surprise, et la proportion de jeunes avec des besoins de transition est identifiée entre 25 et 50%. Les obstacles identifiés, je ne reviens pas dessus parce que ce sont essentiellement les mêmes que ceux qui ont été identifiés initialement dans l'étude de Swaran-Singh, donc je ne reviens pas dessus. Mais un mot sur les équipements en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Ça, c'est le nombre de dispositifs publics par 10 000 habitants. Et vous voyez qu'on va dans les pays les plus sombres, il y a plus d'équipements, 12,9 pour 10 000 habitants en Finlande, 3 pour 100 000 en France et 0,5 pour 100 000 en Bulgarie. Et ça, c'est le nombre de psychiatres d'enfants et d'adolescents. Alors, vous voyez, la Finlande, ils sont bien dotés, 36 pour 100 000 habitants. En France, 9 et 1,9 pour la Bulgarie, qui vraiment fait la queue du peloton. Et ça, c'est le nombre de lits. Et vous voyez que le nombre de lits, là aussi, une très grande hétérogénéité
en Europe. Donc, par rapport aux besoins identifiés, parce que cette étude a regardé d'autres aspects, hétérogénéité des services, on en a parlé, peu de dispositifs spécifiques pour les familles très vulnérables, c'est-à-dire qu'on est dans une vraie indifférenciation quand même encore au niveau de l'accès aux soins. Peu de choses spécifiques pour les familles en précarité sociale, les enfants placés, les migrants. Un quart des pays sans programmes parentaux et des données diagnostiques incomplètes. Je dois dire que pour la France, j'ai été dans l'incapacité totale de fournir des données diagnostiques cohérentes. Donc celles-ci ne figurent pas dans l'étude que je viens de vous montrer. Et peu de modèles et de programmes de transition. Donc j'en ai presque fini. Je voulais juste vous montrer que pour ce qui est de la formation, on est pareil, c'est pas très homogène. On a en gros 3 modèles de formation pour la psychiatrie de l'enfant et l'adolescent et pour la psychiatrie d'adulte. Un modèle, comme en France, on va dire, de spécialité un peu générale de psychiatrie avec des options en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, des spécialités complètement séparées dans les pays en vert et des modèles un peu intermédiaires type tronc commun et co-DES dans les pays en bleu. Voilà, je ne reviens pas sur ça. Ça, c'est les 2 pays qui ont mis dans leur cursus de formation quelque chose de spécifique autour de la transition. Donc, bravo à eux. Je voulais juste vous montrer, pour finir, le site internet de l'étude, si ça vous intéresse, et puis l'équipe Milestone au travail. Voilà. Donc, merci beaucoup.